Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, fin de l'ultimatum prononcé par le président burundais. Il avait donné 2 semaines aux derniers opposants pour déposer les armes. Une échéance qui n'a pas été respectée par la majorité d'entre eux, les contraignant ainsi à l'exil. À l'instar des autres pays africains, pendant ce mois de Ramadan au Tchad, les prix des denrées de première consommation ont augmenté de manière excessive sur les marchés. Les consommateurs en appellent aux autorités. Et puis focus en fin d'édition sur un secteur pourvoyeur d'emplois au Niger, celui de la mode. Un moyen également d'exporter la culture nigérienne à travers le monde. Et l'ultimatum du président burundais Pierre Nkurunziza en direction des rebelles de la région de Mugamba a pris fin. Le chef de l'État avait donné 15 jours aux derniers opposants pour déposer les armes et rentrer dans les rangs. Certains l'ont fait, mais la majorité a préféré entamer un exode. C'est ce que nous explique Idlet Mirabel-Bissou. Au Burundi, l'ultimatum de désarmement volontaire de 15 jours lancé par le président Pierre Nkurunziza aux rebelles de Mugamba a pris fin le 15 juin 2016. L'objectif de cette procédure de désarmement est de consolider la cohésion sociale et d'assurer la sécurité dans cette partie du pays. Dans la localité de Mugamba, des déplacements des populations depuis l'arrivée de la police se sont accentués. Certains observateurs estiment tout de même que les habitants de Mugamba sont dans une dynamique de coopération avec les autorités depuis l'ultimatum. Et depuis que effectivement l'avertissement a été donné, il y a eu des réunions des natifs, donc les natifs de la commune de Mugamba, qui se sont réunis avec la population et finalement ils se sont décidés de s'inciter mutuellement pour non seulement remettre les armes pour ceux qui les détiennent donc en dehors donc de la loi. Il y a un peu plus de 15 jours que l'appel au désarmement volontaire a été lancé. Certains habitants de Mugamba regardent vers l'avenir pour un retour à la paix dans cette localité. Ils contribuent pour ce faire au partage d'informations avec les autorités locales pour dénicher les poches de résistance. Après les 15 jours, il y a eu des résultats puisque il y en a un certain nombre donc qui se sont rendus et d'autres donc ont préféré résister donc et quitter la commune pour se réfugier ailleurs, donc dans d'autres communes. Voilà comment donc les choses sont, mais sinon il y en a effectivement qui ont été arrêtés parce que ayant été dénoncés par les leurs, par donc les natifs donc de la commune, comme quoi ils détenaient des armes, comme quoi c'est comme ça donc que les choses sont, mais encore une fois, c'est un problème donc il faut gérer en famille. Des habitants quittent la localité pour se mettre à l'abri de ce qu'ils appellent des arrestations extrajudiciaires. L'ultimatum de désarmement dans cette commune du sud du pays a été lancé il y a 2 semaines par le président Pierre Nkurunziza. L'opération de désarmement se poursuit dans cette localité du Burundi. Et sachez qu'à l'issue de leur 2e visite au Burundi, des experts des Nations Unies ont relevé une évolution positive de la situation sécuritaire dans le pays. Ils ont tout de même noté que les exactions et les violations des droits de l'homme se poursuivaient et se sont dit inquiets par des cas de disparition forcée. Une nouvelle mission onusienne est prévue pour le mois de septembre. Et à travers le monde, les musulmans ont entamé le Ramadan, un des 5 piliers de l'islam, un mois pendant lequel les pratiquants jeûnent du lever au coucher du soleil. Et à cette période, il est de coutume de voir les croyants se bousculer dans les marchés et autres points de vente habituels pour faire le plein de provisions qui serviront à la rupture du jeûne. Une aubaine pour les commerçants les moins scrupuleux qui n'hésitent pas à augmenter les prix des denrées alimentaires. C'est le cas au Tchad notamment. Reportage Mahamat Ramadan. À N'Djamena, comme dans le reste du pays, pendant ce mois saint de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité passent du simple au double sur les marchés. Les produits de grande consommation les plus touchés restent la farine, le sucre, les céréales et les légumes. On a remarqué depuis quelques semaines déjà que les prix des denrées alimentaires ont grimpé tout d'un coup et tout est devenu cher. La tomate, le tas de tomates que tu pouvais obtenir à 250, maintenant tu te vois en train de débourser le double de ça. On est quand même chez soi, on doit manger à sa faim, mais que s'il faut que pour manger quelque chose que hier il fallait débourser la moindre petite somme, aujourd'hui on se retrouve en train de faire le double. Depuis que nous avons entamé le période de Ramadan, les prix des denrées de première nécessité sont doublés, triplés, voire quadruplés, sous les complices
de nos dirigeants qui sont censés de réguler les prix des premières nécessités sur le marché. Et il faut se dire également que les personnes les plus touchées, c'est les Tchadiens moyens, les couches vulnérables, les foyers démunis. Les experts, quant à eux, expliquent le phénomène de l'augmentation des prix sur le marché tchadien en cette période de Ramadan par la loi naturelle de l'offre et de la demande. Le consommateur qui anticipe sa consommation en faisant un stock inhabituel, il fait ce qu'on appelle une spéculation de quantité. Et donc l'augmentation des prix est une fonction de réaction normale à cette spéculation de quantité. Sinon, si vous essayez de voir du côté du secteur formel, les supermarchés ou les grandes boutiques de la place font parfois même une baisse de prix pendant cette période-là parce qu'ils ont la notion d'économie d'échelle. Les autorités tchadiennes ont annoncé une subvention des produits de première nécessité pour soulager les consommateurs. Mais l'attente est longue pour les fidèles musulmans en cette période de jeûne. L'équipe nationale de football de Guinée traverse des moments difficiles après la débâcle récente dans le match retour contre le Swaziland dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. L'heure est au débat sur les raisons de cet échec. La Guinée n'a en effet quasiment plus de chances de jouer la prochaine compétition africaine. Les problèmes d'ego, la démission de l'entraîneur Luis Fernandez et d'autres raisons seraient, selon des spécialistes, une explication à cette mésaventure. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Le Sili national de Guinée ne participera pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Outre cette contre-performance, d'autres crises pourraient remettre en cause les chances d'affronter avec sérénité les éliminatoires du mondial prochain. La défaite récente et inattendue face au Swaziland a fait ressortir des défis importants à relever pour permettre à cette équipe de revenir à son niveau habituel. La rencontre qui était déterminante pour l'avenir du Sili dans cette compétition se termine sous des fausses notes aux grandes dames des supporters guinéens. Le problème de cette équipe n'est pas forcément l'entraîneur, même si l'entraîneur qui était là a contribué à cet état des faits. Mais le plus important, c'est qu'il manque une génération de footballeurs capables de rehausser le niveau du football guinéen. Parce que depuis le départ de Pascal Fendino, les Fodé Mansaré, des Titi Camara, cette génération est en train de se chercher et jusqu'à présent, elle n'arrive pas à montrer le vrai potentiel qu'elle a. Et très malheureusement, ça pèse beaucoup sur le football guinéen. Dans cette phase difficile que traverse l'équipe nationale guinéenne de football, la question de promouvoir désormais une expertise locale à la tête de cette sélection se pose. Pour les spécialistes, une meilleure connaissance des réalités du milieu, une proximité et une capacité de gérer les querelles intestines sont entre autres qualités que devrait avoir le sélectionneur. Certaines candidatures locales se sont déjà manifestées. Il y a des joueurs intéressants qui, par le passé, quand même, ont montré qu'ils avaient la capacité de fédérer un groupe qui sont écoutés. Bien naturellement, récemment, il y a Diambo Bobalde qui a postulé. Il y a en plus des joueurs comme Pablo Thiam, par exemple, qui se trouvent dans l'organigramme du Wolfsburg, le club de Ligue de la Bundesliga allemande. Il y a aussi Kamfori Lapé Bangoura qui est là, qui se trouve sur place. Il faut quelqu'un qui a le dos large, qui joue le rôle de père, parce que le vestiaire guinéen est très difficile à gérer. Il y a un certain nombre de joueurs qui ont pris du galon. Outre la contre-performance des joueurs sur le terrain, on peut dire que c'est l'ensemble de l'appareil sportif du pays qui est grippé. La Fédération guinéenne de football tente de sortir d'une crise qui a eu des répercussions importantes sur l'équilibre des différents championnats locaux. C'est dans ce contexte d'instabilité que pourraient s'ouvrir bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Tout un défi à relever. Au Niger, le secteur de la mode constitue l'un des leviers économiques qui génère une entrée importante de capitaux et crée des emplois. Il constitue également un important moyen de préservation et de promotion de la diversité culturelle du pays. C'est un sujet d'Oumou Kelsumba. Depuis le lancement en 1998 de la première édition du FIMA, Festival international de la mode africaine au Niger, par le célèbre créateur Alfadi, la mode est devenue un vecteur de croissance. Le secteur de la mode joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de la mémoire et de l'expression des identités des différentes communautés. Les stylistes nigériens, à travers les défilés qu'ils organisent un peu partout en Afrique et dans le monde, mettent en exergue les différentes facettes du pays. J'ai traversé la frontière du Niger à travers la mode. Je fais pas mal de pays de la sous-région, les pays limitrophes.
Et encore, j'ai quitté l'Afrique jusqu'en Europe pour défiler au nom de la mode. Donc, j'ai porté le nom du Niger au nom de la mode. C'est un facteur économique et c'est un facteur aussi culturel, quoi. Donc, c'est à travers la mode aujourd'hui qu'on peut reconnaître notre pays, le Niger, quoi. Le gouvernement nigérien accorde depuis quelques années une grande importance à la valorisation et la protection du secteur de la mode. À cet effet, plusieurs mesures sont prises par les autorités, notamment le renforcement du cadre institutionnel. Nous avons décidé dans les jours à venir de renforcer APEC. On va la renforcer parce que c'est une institution qui va avoir en charge l'encouragement, la motivation à la créativité, la motivation à l'attachement ferme et professionnel à la culture, et à la mode et aux arts. Et nous allons aussi promouvoir les activités qui vont dans le sens de rendre la mode apte à jouer ce rôle de changement de mentalité. Le secteur de la mode nigérian regorge de potentialités avec la pléthore de créateurs pétris de talent. L'entrave la plus importante à laquelle il se heurte est le manque de financement. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'information.